Homologue de la majorité parlementaire, c'est plutôt la victoire d'individus qui n'ont pas à cœur le développement du Bénin. Pour comprendre les motivations de ces députés de la minorité de blocage, nous recevons pour vous l'un de l'honorable Guy Dossou Mitokwe. Bonjour. Votre bonjour, les auditeurs voudraient le recevoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mohamed Yamidi est à la mise en onde de cette émission. Je suis Saturne Diossou. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Honorable Mitokwe, pour vous, ça a donc été un an, comme au 4 avril 2017. Pourtant, non seulement les initiateurs ne sont pas les mêmes, mais aussi le contenu n'est plus le même. Opposition pour opposition ou opposition objective? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je voudrais d'abord saluer le peuple béninois et aussi saluer les auditeurs et auditrices de Soleil FM et aussi vous saluer pour tout ce que vous faites pour notre démocratie. Je voudrais aussi, avec votre permission, avant de répondre à votre question, avoir une pensée spéciale à l'endroit de ces 19+1 qui ont tenu, qui ont combattu, parce qu'ils sont attachés à des valeurs républicaines. Je crois que votre question, c'est de savoir si nous faisons une opposition pour opposition ou est-ce que, parce que depuis qu'il a été décrété au lendemain du 4 avril 2017 que ceux qui n'ont pas voté pour moi sont en face de moi et ceux qui ont voté pour moi sont pour moi. Est-ce que cette manière pour le chef de l'État d'avoir scindé lui-même les groupes au sein de l'hémicycle, est-ce que c'est ce qui nous conduit toujours à rester sur nos positions ou est-ce que nous avons des raisons valables, des raisons cartésiennes pour lesquelles nous avons refusé de donner notre caution pour ce qu'ils ont appelé dernièrement amendement constitutionnel. D'abord, la première des choses que je voudrais expliquer aux Béninois et aux Béninoises, c'est que notre constitution n'a pas prévu d'amendement constitutionnel. Notre constitution a prévu la révision constitutionnelle. Et je crois qu'en politique, les terminologies, les concepts, les mots, les expressions employées ont leur importance. Et lorsque le camp d'en face, les membres du BMP, se logent dans une expression comme amendement constitutionnel, parce que selon eux, il n'y a seulement que 4 points qu'ils souhaiteraient modifier dans l'actuelle constitution, et que c'est déjà largement suffisant pour que nous puissions aller dans le sens, je dis non. Travaillons en fonction de notre constitution. Et cette constitution est l'une des plus vieilles d'Afrique, je n'apprends rien à personne. Elle est vieille de 28 ans, et vous et moi, nous savons combien de fois cette constitution est à la base de notre stabilité politique. En réalité, au Bénin, les citoyens et les citoyennes ne sont pas forcément à la recherche de stabilité politique. Parce que nous l'avons déjà. La stabilité politique chez nous aujourd'hui est un fait, c'est un acquis. Nous aspirons à un peu plus de bonheur, à un peu plus de prospérité, à un peu plus de justice dans les partages. C'est ça, nos aspirations. Donc, je reviens là-dessus pour dire les raisons fondamentales qui ont conduit les 19+1, cette fois-ci, à ne pas aller dans le sens des députés du BMP. C'est premièrement parce que nous ne voulons pas être une caution politique pour qui que ce soit. Parce que la raison fondamentale pour laquelle ce projet a été initié politiquement, ce que nous n'avons pas encore dit au peuple, est-ce que eux ne réussiront pas ou n'auront pas le courage à dire au peuple, c'est qu'ils sont à la recherche d'une caution politique auprès du président de la République. Parce que lorsque le projet du 4 avril 2017 avait échoué, vous savez, il y a des politiciens anciens, il y a des politiciens, je dirais, très politiques au sein du BMP. Donc, il a été dit au chef de l'État que l'une des raisons pour lesquelles le projet de révision du 4 avril 2017 a échoué, c'est parce que le ministre Djogbenou en avait fait une affaire personnelle. Il était monté sur ses grands chevaux. Il avait écarté les politiques autour du chef de l'État.
Il s'était accaparé le projet comme si c'était un projet de Djokbenou qu'il revendiquait. Donc il a été expliqué au chef de l'État que c'est lui les deux, et Djokbenou et le BMP ont un même père. Bon, mais ils se réclament tous du même régime. Djokbenou était dans la période ministre garde des Sceaux et les membres du BMP ont déjà fait allégeance au régime. Donc j'explique, pour ne pas perdre le fil de ce que je disais, que il a été expliqué au chef de l'État que Djokbenou a échoué et quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est un boulet à leurs pieds qu'ils traînent. Donc, il a été expliqué au chef de l'État qu'on va lui prouver, on va lui montrer l'efficacité du BMP. Et on va lui montrer comment une constitution est amendée facilement ou révisée facilement. Donc, la recherche de la caution politique, nous ne pouvons pas donner notre caution pour cela. Donc, vous allez constater avec moi que le grand joker est sorti à la veille ou à l'avant-veille de la révision sur l'ORTB. Oui, c'est le grand joker du BMP, avec tous les autres illustres membres du BMP. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient sur les radios, dans les journaux, la manchette des journaux, où on a vilipendé un certain nombre d'acteurs politiques, soi-disant qu'ils n'aimaient pas les femmes, et que c'est eux qui sont les laudateurs aujourd'hui de la cause féminine au Bénin. Donc, la raison politique, c'est que la minorité devait courber les chines, ravaler sa vomissure pour une caution politique. Et moi-même et les camarades, nous avons estimé que nous ne pouvons pas donner cette caution politique. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui ceux qui allaient donner, je dirais, le cachet pour authentifier la raison d'être du BMP auprès du chef de l'État. Donc, c'est pour des questions d'ego que vous avez fait échec à... Non, j'explique d'abord la raison politique. La raison politique pour laquelle nous n'avons pas voulu aller dans le sens, c'est qu'il a été dit au chef de l'État qu'ils vont prouver au chef de l'État qu'ils ont les moyens de réviser cette constitution afin de pouvoir justifier l'existence du BMP. Si on n'a pas les votes mécaniques au sein du Parlement, c'est quoi l'existence? Quelle est l'utilité de l'existence du BMP? Ça sert au moins à ça. Oui, au moins à ça, mais ils ne doivent pas se constituer comme des députés mécaniques. J'ai pas envie d'utiliser l'autre expression vulgaire que, comme le disent les autres, en disant par exemple Godio. C'est pas ce que je voudrais dire. Mais je voudrais insister sur le fait que nous avons refusé de donner cette caution politique. Autre raison. L'autre raison que vous devez comprendre avec moi, c'est que les raisons avancées pour justifier aujourd'hui que nous devons modifier cette constitution, ils ont avancé 4 grandes raisons. La première raison qu'ils ont avancée, c'est que il est temps maintenant que nous puissions améliorer la représentativité des femmes au sein de notre Parlement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qu'ils ont avancée, c'est que il faudrait mettre dans la constitution du Bénin aujourd'hui que la peine de mort est interdite en République du Bénin. La troisième raison qu'ils ont avancée, l'alignement des mandats. L'alignement des mandats. L'élection groupée. Et enfin, la quatrième raison qu'ils ont avancée, c'est l'instauration de la Cour des comptes. La première raison, mais c'est une raison farfelue, acceptez que je le dise ainsi. Parce que, mais depuis quand sont-ils les défenseurs de la cause des femmes? Combien de femmes avons-nous dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a une loi en République du Bénin qui interdit au chef de l'État de faire une égalité ou une parité au sein de son gouvernement? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une loi en République du Bénin qui interdise au chef de l'État qu'il y ait plus de femmes dans son gouvernement que d'hommes. Donc c'est une raison farfelue. L'autre raison, combien de femmes ont-ils, chacun d'entre eux, dans leurs différents cabinets? Le président de l'Assemblée nationale a un cabinet, il a des chargés des missions, il a un directeur de cabinet, il a d'autres fonctionnaires qui l'entourent. Combien de femmes occupent des postes de prestige autour d'eux? Et finalement, lorsqu'il s'est agi d'envoyer les membres de la Cour constitutionnelle, le Parlement devait envoyer 4 et le gouvernement 3. Mais sur les 7 envoyés aussi bien par le Parlement que par le gouvernement, combien de femmes ont-ils choisi? Une seule femme, et pour tout le respect que j'ai
que j'ai pour cette femme valeureuse qui a été choisie, mais c'est une récompense politique. La seule femme, la présidente de la Haute Cour de justice, c'est l'épouse de monsieur Abraham Zizounoroué. C'est une récompense politique. Donc, au nom de quoi sont-ils aujourd'hui les laudateurs de la cause de la femme? Avant d'être récompense, elle remplit au moins les critères. Combien de femmes remplissent les critères en République du Bénin? Pour nous montrer les bonnes fois, ils auraient pu prendre une intellectuelle, une fonctionnaire qui remplit les critères mais qui n'est pas politique. Ils en ont quand même désigné une. Mais elle est politique et c'est une récompense politique. Je dis bien pour tout le respect que j'ai pour elle. Je ne remets pas sa compétence ou ses attitudes en cause. Mais je dis que c'est une récompense politique. C'est un gâteau politique. Donc, ma foi, il y a tellement de raisons aujourd'hui qui justifient les raisons avancées selon lesquelles aujourd'hui, subitement, on devient les défenseurs de la cause des femmes. Et pour cette raison, il faudrait modifier la Constitution. Je dis non, c'est une aberration, c'est un leurre. Il faudrait désormais qu'on prenne le peuple au sérieux. Il y a des choses plus importantes. Donc, je viens de dire, sur la première raison, que nous avons des arguments aujourd'hui imbattables pour leur montrer leur mauvaise foi sur la question. Il faudrait désormais que nos aînés, que les acteurs politiques de notre pays puissent prendre le peuple au sérieux. On ne peut pas, parce qu'on a des ambitions politiques non élucidées, prendre un alibi, l'alibi des femmes, et nos mères, nos sœurs, nous en avons tous. Nos filles, nous en avons. Mais au nom de quoi aujourd'hui, on doit les présenter comme un chantage politique? On ne peut pas présenter les femmes comme un chantage politique. Et on jette les autres aux gémonies en les présentant comme ceux qui ont la phobie des femmes. Et on dit les minorités, ils n'ont pas voté pour ce projet parce qu'ils détestent les femmes. Nous ne détestons pas les femmes. Au contraire, nous sommes encore plus sincères et plus crédible. C'est la raison des femmes avec nous-mêmes. Que vous battez en brèche. La seconde raison, la question de l'instauration de la Cour des comptes. D'abord, en République du Bénin, nous savons tous que depuis 2011, une loi a été votée contre la corruption. Donc, nous avons aujourd'hui les moyens juridiques pour épingler. Nous avons aujourd'hui des moyens juridiques, même si je continue de croire que la Cour des comptes doit être instaurée. Je continue aussi de croire que, par rapport à l'urgence, nous pourrons trouver des arguments pour prouver qu'il y a d'autres urgences. Parce que nous avons déjà des éléments juridiques. Dans la sous-région, il n'y a que pratiquement le Bénin qui... Mais nous ne continuerons pas, nous devons arrêter de continuer de prendre les lois communautaires comme des alibis. Vous savez qu'il y a des partenaires qui sont partis parce qu'il n'y a pas la Cour des comptes qui sont... Ah, mais des partenaires étaient partis en son temps parce qu'on n'avait pas encore aussi voté la loi sur, contre la corruption. Puisqu'il faut des pas, d'autres pas pour les... Je n'en disconviens pas. C'est pour cela que je vous dis que la raison de l'instauration de la Cour des comptes, même si je trouve que c'est un argument solide, je continue de croire que ce n'est pas une urgence, parce que nous avons des éléments juridiques pour épingler les corrupteurs, pour décourager la corruption, pour éviter de faire du deux poids deux mesures, pour éviter d'utiliser l'arme de la corruption comme l'épée de Damoclès sur ceux qui ne supportent pas vos politiques, pour continuer à faire du chantage, à faire sortir parfois des dossiers qui en valent la peine ou parfois des dossiers farfelus, pour faire chanter des gens, pour faire chanter des acteurs politiques. Nous continuons de croire que c'est une mauvaise foi. La troisième raison, qui est la question de... des élections groupées. Non, l'aliment des élections, je voudrais bien prendre ça comme la dernière raison. Alors, donc, la peine de mort. La peine de mort. Vous savez, nous avons déjà ratifié pas mal de conventions internationales. Les conventions internationales, nous en avons ratifié pas mal. Déjà au sein du Parlement. D'où des conventions déjà sur la peine de mort. Ça, c'est pour aller plus, pour être terre à terre. Mais pour aller plus loin, la Constitution actuelle, la Constitution en vigueur, c'est-à-dire la Constitution du 11 décembre 1990, n'est pas pour la peine de mort. Puisque en l'un de ses articles, la Constitution dit que nous devons garantir la vie à tout individu.
La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée et nous devons la garantir à tout individu. Pour ne pas faire appel de ce dossier qui a semblé opposer le tribunal, le Bénin et le parquet de Paris quand il s'agissait de déférer l'homme, entre-temps, Patrice Talon. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les gens n'avaient pas cette garantie-là que malgré cette disposition de la Constitution, on puisse sentir un homme dans nos mains en liberté. Non, mais c'est parce qu'en son temps, vous savez, le dossier, il était aussi politique en son temps. Mais aujourd'hui, lorsque une constitution garantit la vie humaine et qu'elle est plus claire dans ses thèmes lorsqu'elle dit que la vie humaine est sacrée, c'est une constitution déjà, en ses lettres, qui balaie la peine de mort. Donc ce n'est pas encore une urgence. Je voudrais soulever d'abord la question de la crédibilité des raisons, mais aussi de l'urgence des questions. Et enfin, l'aliment des élections. C'est l'une des raisons qui justifie aussi l'existence du BMP. Parce que lorsqu'on dit que les élections sont trop rapprochées, dans mon intervention au cours du débat général au Parlement, j'ai pris l'exemple du Ghana, qui, depuis les années 90 jusqu'à nos jours, a pratiquement les mêmes aliments d'élection que nous, mais a divisé son taux de pauvreté de plus de la moitié. Un des taux les plus bas de la CEDEAO. Mais pourtant, ils ont des élections chaque 4 ans. Nous en avons chaque 4 ans pour les députés et chaque 5 ans pour le président de la République. Mais au Ghana, ils en ont chaque 4 ans pour les députés et chaque 4 ans pour le président de la République. Mais ça n'a pas justifié la stagnation du taux de pauvreté élevé au Ghana. Donc vous pensez que c'est un mauvais diagnostic qui était posé? Non seulement c'est un mauvais diagnostic, mais là aussi se trouve le piège. Parce que lorsque les députés savent que ils ont travaillé contre le peuple pendant 4 ans, pratiquement 4 ans. Ils ont comploté contre le peuple pendant pratiquement 4 ans. Ils ont fait allégeance à un régime. Ils ont fait des complots contre le peuple. Ils décident d'être élus en 2019 et que la prochaine élection qui les concerne, ça soit 2026. Ça dit 7 ans. Libre au peuple de la choisir pour certains. Non, mais c'est... Non, vous savez, il est plus facile d'assumer la douleur pour 2 minutes que d'assumer la douleur pour 5 minutes. C'est pas pour autant qu'il faut aussi... Non, je dis, il est plus facile d'assumer la douleur pour 2 minutes que d'assumer la douleur pour 7 minutes. Parce que là, ils veulent se réfugier au Parlement pendant 7 ans afin de ne plus rien avoir avec le peuple. Et je vais aussi vous expliquer quelque chose. Vous savez, le fait de la vitalité de notre démocratie, ce qui nous permet d'aller aux élections chaque 4 ans pour les députés et chaque 5 ans, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le pays est stable. Parce que les populations savent que dans 4 ans, on pourra les évaluer, ou dans 5 ans, on pourra les évaluer. C'est quoi cette histoire de période transitoire de 7 ans? Mais parce que beaucoup d'entre eux savent que 7 ans sur leur âge, ils savent ce que ça donne. Donc, moi je crois que ce sont des alibis. La question de l'aliment des élections, qui serait à la base de notre pauvreté, c'est fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que si vous voulez que nous puissions bouter la pauvreté hors de nos lignes, de nos frontières, c'est que c'est le travail. Ce sont les politiques mises en place. Depuis 3 ans que le régime est en place, où est l'asphaltage tant prôné? Oui, on a vu des maquettes de certaines villes asphaltées en maquette. Mais l'asphaltage est où? On a vu encore, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, des maquettes de stades qui ressemblent même parfois à des stades de la Coupe du Monde ou des stades de Dubaï. Mais ce ne sont que des maquettes. Le peuple souhaiterait que nous dépassions... C'est mauvais de rêver, Guy. Non, le peuple... En fait, quand on a le pouvoir... Tout pas des maquettes, n'est-ce pas? Quand on a le pouvoir... Non, quand on a le le pouvoir, on rêve peu et on réagit beaucoup. Quand on a le pouvoir, il faut rêver peu et réagir beaucoup. Quand on ambitionne prendre le pouvoir, il faut rêver. Mais une fois le pouvoir dans vos mains, il faut réagir, il faut agir. Et là, je finirai en disant que ces priorités sont là. Les 4000 résidences ou logements, les 4000 logements sociaux prévus par Anson où? Et je me souviens, ce 16 décembre 2016, lorsque au palais de la présidence, le gouvernement nous disait, dites à nos maçons, dites à nos ouvriers de se retrousser la manche, parce qu'il aura du boulot pour eux. Nous allons construire 4000 logements sociaux par an, donc 20 000 en 5 ans. Pourtant, Où sont
les 2 premiers 4000 logements. Pourtant, c'est construit où? Vous êtes d'accord qu'il faut réviser la constitution du Bénin? Quand est-ce qu'il faut Non, vous savez, quand est-ce qu'il faut faire cette révision pour que je viens sur pour la question. je viens sur ces urgences qui sont là. Je viens sur la question d'abord avancer par eux. Les raisons, parce qu'ils disent partout que il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas aller dans leur sens. Et je dis, sur la base cartésienne, que les raisons avancées ont trop de faiblesses. Pourtant, et je continue de croire qu'il n'y a pas d'urgence en ce qui concerne la révision de la Constitution. Je vous explique la raison politique sur laquelle j'insiste. La raison politique, c'est qu'ils souhaiteraient prendre de l'embonpoint politique. Auprès du président de la République, vous l'avez dit. Non seulement auprès du président de la République, mais auprès des populations. Il y a eu un rapprochement entre le BMP et la minorité. On a senti quand même qu'ils se sont montrés plus tendres avec la minorité. Ils sont venus vers vous pour négocier. Qu'est-ce qui ne vous a pas rassuré malgré cette démarche? Non, cette question m'amène à parler des coulisses, de ce qui s'est véritablement déroulé au cours des négociations. On l'avait promis à nos auditeurs. Oui, au cours des négociations. Oui, lorsque vous m'aviez appelé, j'ai aussi dit que je vais dire toute la vérité. D'abord, ce que les responsables au sein du BMP ont déployé comme stratégie, il faut d'abord comprendre que c'était une stratégie machiavélique. Je l'explique. D'abord, ils ont ciblé ceux à qui ils ont décidé de créer des problèmes. Ce sont les premières personnes qui ont été ciblées. Notamment l'honorable Dianotin Agossou, que je salue au passage. L'honorable Idrissou Bako, que je salue au passage. L'honorable Atao Henoko. Que vous ne saluez pas au passage? Que je salue au passage. Issa Salifou, que je salue au passage. Afo Obo, que je salue au passage. Parce que le calcul a été fait de telle sorte qu'il voudrait se rassurer, premièrement des 62 et ensuite des 66. L'initiative ici, de ceux qui ont introduit cet amendement constitutionnel, c'était de réviser la Constitution au Parlement. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus que les initiateurs de l'amendement constitutionnel, comme ils l'ont nommé, avaient décidé de réviser la Constitution au Parlement. Donc, lorsque, après avoir constaté l'échec aujourd'hui, ils se disent que nous avions pris les dispositions pour le référendum, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant et j'explique. Restons dans les coulisses. Donc je continue rapidement avec les coulisses. On s'en sortit des coulisses. Voilà, donc je reviens rapidement dans les coulisses. Donc, il a été fait du chantage. Et ils ont chanté, ils ont menacé. Comme quoi, par exemple? Il a été dit à Dianotin Idrissou Bako que, mais écoutez, un dossier a été constitué contre vous. Et vous savez que d'ici peu, on va lever votre immunité parlementaire. Ce que je dis, c'est pas une causerie de salon. Je suis en train de parler aux Béninois et aux Béninois. Je ne peux pas mentir aux Béninois et aux Béninois. Qui aurait dit ça? Qui a dit ça? Par les démarcheurs du BMP. Lesquels? Les démarcheurs du BMP qui ont décidé de venir vers vous avez dit que vous dites la vérité. Donnez-nous des noms. Vous savez, la vérité, je l'ai dit. Parce que c'est grave ce que vous dites. Oui. Si on brandit des dossiers, des menaces de poursuite. Nous irons, non, qu'ils brandissent. Et nous irons pas à pas. Il n'y a pas de problème. Je suis très en phase avec moi-même. S'ils brandissent des dossiers, des menaces de poursuite, bon, c'est non, mais c'est ce que j'ai dit. Dès que les menaces sont brandies, on va dérouler la procédure, il n'y a pas de problème. Donc, Dianotin Agossou a été menacé. Ils ont fait des chantages. Des chantages ont été faits à Idrissou Bako. Et j'ai vu ces deux collègues, et je dis, le témoignage que je rends aujourd'hui, c'est le témoignage que je rends sur la base des faits que je vis et que j'ai vécu. Si ceux pour qui je rends ces témoignages aujourd'hui changeaient demain, mon commentaire sur eux sera en fonction de ce qu'ils feront demain. Parce que ce que j'ai vu hier et ce que je continue de voir aujourd'hui, c'est qu'ils ont été braves. C'est qu'ils méritent que nous puissions demander au peuple de continuer de les encourager de ne pas avoir peur. Parce que lorsqu'on leur a dit, depuis plus d'une année, vos familles n'ont plus la paix, vos collectivités n'ont plus la paix, vous-même vous n'avez plus la paix, vos femmes n'ont pas la paix, vos enfants n'ont pas la paix. Parce que nous continuons de brandir, qu'à tout moment nous pouvons vous prendre. Vous avez vu comment Ottawa a été pris? Avec ou sans la permission du Parlement, nous pouvons vous prendre. Si vous vous amusez, nous allons vous prendre. Si vous vous amusez à ne pas voter le vert, nous allons vous prendre. Mais, franchement, j'ai vu des collègues
fragilisés physiquement, mais très forts mentalement et psychologiquement, moralement. Mais physiquement, ils étaient faibles. Mais la force intérieure, la conviction, la fermeté, la solidité du groupe, j'ai vu des hommes forts, j'ai vu des hommes qui voulaient aller de l'avant, j'ai vu des hommes qui voulaient tenir tête, parce que la démocratie est notre héritage. Moi, je ne suis que le fils d'une vendeuse d'Akassa. Ma maman continue de vendre l'Akassa au petit marché de Boaké. Et ça qui a fait céder Issa Salifou Saleh à Mohamed Renouho. Donc, je voudrais vous dire, si ce n'est pas la cause de cette démocratie, je ne peux pas accéder là où je suis. C'est pour cela que nous devons tenir dur sur cette démocratie. C'est pour cela que nous devons refuser que tous ceux qui voudraient remettre en cause la solidité de notre démocratie, la stabilité politique de notre pays, nous devons continuer de leur refuser cela. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut les refuser cela. Je le dis haut et fort, afin qu'il n'y ait pas de tentative d'approche vers moi. Vous savez, moi, je n'ai pas été approché. Justement, j'allais vous demander pour vous, qu'est-ce qui a été promis. Non, moi, je n'ai eu aucune promesse. Les mallettes, non. Non. D'abord, le 4 avril 2017, je n'avais pas été approché. Le 6 juillet 2018 non plus, je n'ai pas été approché. Parce que très tôt, je dis ma position. Très tôt, j'annonce ma position sur les radios, sur les télés, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Pour que Attaou Mohamed Renouho et Issa Salifou Saleh vous échappent? Après, Dienotin et Idrissou, que je salue, que je continue de saluer, et que je félicite, le cas Attaou. Attaou et Issa Salifou nous ont fait croire jusqu'à l'avant-veille, jamais nous ne voterons pour ce projet. Parce que Talon nous attend au carrefour. Nous ne donnerons jamais caution. Parce que nous savons que derrière cet amendement constitutionnel, ils veulent nous piéger dans le code électoral. Saleh l'a dit, Attaou l'a dit. Le nombre de tours que j'ai fait à la prison civile pour aller Saleh Attaou, c'était innombrable. Mais Attaou m'a dit, mais c'est là, et parfois c'est un peu dommage pour nous qui sommes en politique et qui sommes aussi spirituels. Quand je dis spirituel, chacun appartient à sa religion. Et je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur une religion particulière. Mais j'étais tellement déçu ce jour quand j'ai appris ce que l'honorable Attaou a fait. Mon chauffeur, il est musulman. Et j'ai dit à mon chauffeur, mais attends, pourquoi quand un musulman dit, vous êtes dans une discussion sérieuse et il te dit Al-Coran, au nom de Allah, au nom de la Kaaba, c'est maintenant il t'a tué même. Non, pas du tout. On ne va pas généraliser. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. J'ai dit, laissez-moi aller jusqu'au bout pour mieux me comprendre. Parce que, en le disant ainsi, je défends mes frères musulmans. Je dis, pourquoi les hommes politiques, parfois, qui sont en politique, qui sont religieux, c'est lorsqu'ils te disent Al-Coran. Vous pouvez dire, lorsqu'il te dit Jésus. Non, je viens. Non, oui. Vous parlez du cas Attaou. Je parle du cas Attaou. Laissez-moi aller, sinon vous allez créer la confusion. J'ai dit à mon chauffeur, pourquoi? C'est lorsqu'il te dit Al-Coran. Attaou a-t-il juré sur le Coran? Il a juré sur le Coran. En votre présence? En ma présence. Non, il me l'a dit. Il me l'a dit en prison. Et lorsqu'ils disent Al-Coran, au nom de Allah, que c'est maintenant même, ça veut dire, c'est maintenant qu'il va te dribbler. C'est-à-dire, le compte-pied était parfait. Et j'ai dit non, c'est pas partout qu'on a besoin d'un compte-pied parfait. Parce qu'à des moments donnés, il faut pouvoir dire la vérité. Et mon chauffeur, vous savez, c'est pour cela que je vous raconte l'histoire. Mon chauffeur a souri. Le lendemain, il est venu me voir, tôt le matin, il dit, mais président, ce que tu m'as dit hier nuit, ça m'a touché. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, pourquoi quelqu'un qui croit en Dieu peut jurer sur le Coran de cette manière et faire ce qu'il a fait là? Je dis non, je n'accuse pas tous les musulmans, c'est que c'est ce que j'ai vu. Comme de cette même manière, il y a des chrétiens qui vont dire, au nom de la Bible, au nom de Jésus, et à la dernière minute, un compte-pied parfait. Donc, je dis, on peut être chrétien, on peut être musulman. Quand on n'est pas fiable, il faut éviter de jurer sur les livres saints. Pourquoi vous êtes... Il faut éviter de jurer sur les livres saints. Vous avez été imprudent, pardonnez-moi de vous le dire ainsi, en vous retrouvant au Parlement sans... Vous savez qu'Attaou est en prison, ne peut pas venir au Parlement. Pourquoi vous vous êtes rendu en plénière sans être sûr d'avoir en main la procuration? Mais non, notre présence en plénière ne devait pas dépendre de la procuration de l'honorable Attaou. Parce que nous... Vous devez savoir qu'il faut quelqu'un pour prendre sa procuration. Nous sommes des combattants pour nos convictions et pour cette démocratie. Ça, ne perdez jamais ça de vue. J'étais même allé plus loin et j'avais dit aux autres 18, même si j'étais seul,
à travailler sur mes convictions, je suis capable et je suis prêt à travailler sur mes convictions. Le peuple comprendra demain. Le peuple, je ne demande pas une redevabilité au peuple. Mais il pourra comprendre demain, ça peut être même à titre posthume. Parce que nous devons continuer de travailler à avoir des jeunes de conviction, de fermeté, de dignité, de crédibilité, des patriotes qui aiment ce peuple et qui aiment cette population. Depuis jeudi dernier, avez-vous rendu visite à Tao pour savoir ce qui n'aurait pas marché? Donc, je continue de vous raconter ce qui s'est passé avec l'honorable Tao. Donc, il m'a dit, honorable Midokbe, Al-Coran, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, ah, honorable, tu as juré. Hein? Il dit, mais moi, je t'ai juré ça. Je vais te donner ma procuration. Dis au président Azanaï de venir me voir. J'ai dit, mais c'est quoi encore cette histoire de président Azanaï qui vient te voir en prison? Moi, je suis bien venu te voir. Mon frère, donne-nous la procuration, on va avancer. Parce que c'est une cause commune. Ce qui s'est déroulé avec toi, c'est une injustice que nous voulons réparer. Face au mutisme du bureau de l'Assemblée nationale. Face à l'agissement, face à l'activisme du gouvernement. Nous devons pouvoir réparer cette injustice. Et c'est pour cela que nous te disons, mon frère, ne trahis pas ton groupe. Et il m'a dit Al-Coran, à la dernière minute, contre pied parfait. Donc je dis, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous allez retourner le voir après ça? Ou bien non, vous êtes fâché, vous êtes non, vous savez... Pour comprendre ce qui pourrait l'amener à changer de décision. Non, ce qui s'est passé, c'est que sa procuration, il ne l'a pas donnée à n'importe qui. Il a donné sa procuration au parti qu'il a quitté, c'est-à-dire aux responsables du PRD. Vous pouvez comprendre des choses avec moi. C'est qu'on continue le chantage, on continue les menaces, on continue de lui dire que si tu donnes procuration, on va te faire sortir de la prison. Cela voudrait dire qu'on continue de lui faire croire que rester en prison ou sortir de la prison, c'est même pas entre les mains des juges, c'est entre les mains des politiques. C'est la leçon qu'il doit pouvoir comprendre. Et nous continuons de croire que si nous ne nous battons pas pour cette démocratie, si nous continuons de penser qu'il faut baisser les bras, parce que ceux qui sont en face sont trop forts, je pense que cette démocratie ira en lambeaux. Et si cette démocratie n'existait pas, eux n'allaient pas avoir le temps d'accéder au pouvoir. Issa Salifou Saleh. Issa Salifou Saleh, la discussion a été faite avec lui. Et c'est même l'occasion pour moi, si je ne vais pas vendre des secrets, parce que j'ai promis la vérité à vos auditeurs, au peuple béninois, je crois que je ne suis pas en train de vendre une confidence, parce que je n'ai pas discuté directement avec Issa Salifou. Issa Salifou a discuté avec le président Azanaï Candide. Et il a promis au président Azanaï Candide, avant les premiers contacts physiques, qu'il peut faire évoluer le dossier. Mais après, le premier contact physique, il a évoqué la question d'un certain nombre de choses pour lesquelles il ne pouvait plus suivre l'opposition. Mais qui sont des raisons propres à lui, qui sont des raisons propres à ses engagements au niveau professionnel. Donc, lorsque cela a été dit, lorsque nous avions fait une séance de travail avec le président Azanaï, moi j'ai eu à dire que c'est une trahison. Parce qu'il est le président de mon groupe parlementaire. Lorsque je quittais le groupe parlementaire de l'Union fait la Nation, c'était pas sur un coup de tête. Les bureaux du parti Restaurer l'Espoir, les représentants du parti Restaurer l'Espoir, les représentants du parti de Salé, les représentants du parti de Atao, nous nous sommes mis ensemble. Il y a eu des réunions sur réunions. Ce que je suis en train de vous dire, les représentants du parti de Salé peuvent confirmer. Les représentants du parti de Atao peuvent confirmer. Les représentants du parti Restaurer l'Espoir peuvent confirmer. Avant que je ne rejoigne le groupe présidé par Issa Salifou, nos partis se sont entendus sur le fait qu'il ne doit pas avoir de trahison. Et que les valeurs sur lesquelles nous avions travaillé hier sont les mêmes valeurs sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Les valeurs sur lesquelles nous avions travaillé hier n'ont pas changé. La justice, le patriotisme, l'amour de la démocratie et un certain nombre de valeurs. Tant que ces valeurs ne seront pas remises en cause, le travail que les partis, les représentants des différents partis ont fait ensemble pour que je rejoigne le groupe des Salé, ce travail continuera. Mais pour que Salé nous trahisse, il n'a pas clignoté. Il n'a même pas clignoté. Il a clignoté, vous a averti pour que pour des raisons professionnelles. Non, ça c'est au contact physique. Sinon pour trahir, je dirais même qu'il a clignoté à gauche et il allait à droite. Parce qu'il nous avait fait croire dès le départ que les valeurs sur lesquelles nous avions travaillé continueront d'exister. Donc, moi je voudrais continuer d'expliquer aux Béninois et aux Béninoises
que ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est parce que le régime et les membres du BMP avaient des éléments pour faire du chantage sur un certain nombre de députés. Ils ont chanté à Dionoté. Ils ont fait du chantage sur Dishoubako. Ils ont fait du chantage sur Atao. Malheureusement, il a cédé. Ils ont fait du chantage sur Sioui. Il a cédé. Lui, il avait même cédé il y a longtemps. Ils ont fait du chantage sur Issa Saleh. Il a cédé. Mais écoutez, moi je continue de croire que la démocratie ne peut pas être prisonnière de ceux qui ont des pratiques machiavéliques. Nous devons cesser que notre démocratie puisse être prisonnière de ceux qui ont des moyens de coercition et qui font soumettre les autres de force. Vous semblez la jeter à l'avenir populaire. Non, ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas lancé d'appel. J'explique les faits. Je n'ai pas lancé d'appel à quoi que ce soit. J'explique les faits. Je dis ce qui s'est passé. Et c'est même la raison d'être de cette émission. Parce que je vous avais promis que j'allais dire ce qui s'est passé. Donc, monsieur le journaliste, auditeur, auditrice, je continue de croire que aussi bien les raisons politiques que les raisons qu'ils ont appelées raisons cartésiennes, rien ne justifie que nous puissions aller dans ce qu'ils nous ont présenté le 5 juillet. C'est celui du référendum. Non, mais le référendum, écoutez avec moi que le référendum n'est pas systématique. Parce que si vous lisez bien notre Constitution, vous allez comprendre que l'initiative est d'abord parlementaire. C'est-à-dire, ce sont des députés qui ont décidé, un groupe de députés qui a décidé d'amender la Constitution du 11 décembre 1990. Et cette modification constitutionnelle devait se dérouler au sein du Parlement. Donc l'initiative prise devait être soumise à 2 votes. Un premier vote, c'est-à-dire les 3/4, la prise en compte du document, et un deuxième vote, les 4/5, le document est accepté, la Constitution est révisée par les députés. Donc cette initiative prise a échoué. Ils ont échoué à faire réviser la Constitution au sein du Parlement. Donc le référendum n'est pas d'office, c'est pas systématique, c'est pas automatique. Une fois que la révision parlementaire décidée, entreprise a échoué, le Parlement devait dire à la face du peuple béninois, notre initiative a échoué au Parlement. Maintenant, nous voudrons aller au référendum. Et pour aller au référendum, c'est pratiquement la même démarche. C'est-à-dire quoi? Il devait faire une nouvelle proposition de loi référendaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué au niveau des 4/5 que systématiquement ils peuvent aller au référendum. Pour aller au référendum, ils devaient annoncer. Ah, nous avons décidé de changer la chose au niveau du Parlement. Elle a échoué. Bon, nous annonçons au peuple béninois que nous voulons aller au référendum, qui est une initiative qui pourrait être une initiative aussi bien parlementaire que du gouvernement. Mais là, les députés disent non, c'est un référendum initié par des parlementaires. Donc une initiative parlementaire. Et là-dessus, il devait, parce qu'il y a une démarche, il y a une pratique parlementaire, il devait en ce moment bien précis constituer ce que nous appelons la loi référendaire. Après avoir constitué la loi référendaire, c'est-à-dire l'avant-projet de loi référendaire, maintenant soumettre cela. Non, il y a une loi qui existe sur le référendum. Vous parlez de cette proposition de loi qui irait au référendum. Voilà, voilà, cette au référendum. Voilà. Donc vous comprenez très bien avec moi que les détails sont donnés. Donc cette proposition-là devait être soumise maintenant à la commission des lois, parce qu'aucun dossier, aucun projet n'est discuté en plénière si cela ne passe d'abord par la commission recommandée. Donc, elle devait passer devant la commission des lois. Tout ça la commission pendant la première session. Tout ça pendant la première session ordinaire de l'année. Je le précise. Tout ça devait être fait pendant la première session ordinaire de l'année. Or, la première session ordinaire de l'année a été bouclée le 6 juillet 2018. Donc, techniquement, juridiquement, ils n'ont plus les moyens d'aller au référendum. En tout cas, pas cette année.
En tout cas, pas cette année. Pour vous? En tout cas, pas cette année. Parce que, avant de rentrer dans la question du fichier électoral, les 120 jours, les 90 jours et tout le reste, au niveau même du Parlement, ce qui devait être fait avant que la session ne soit fermée, ils n'ont pas pu le faire. Si les députés du BMP introduisaient une loi portant amendement de la loi sur le référendum qui existe déjà. Mais on a déjà fermé la première session ordinaire de l'année. S'il y a une convocation même ce lundi, c'est une session extraordinaire. Or, les articles sur les conditions du référendum au Bénin n'ont pas évoqué la question des sessions extraordinaires. Il a été dit que cela doit être fait au cours de la première session ordinaire de l'année. Et si on modifiait cette loi qui disait que ça doit être fait pendant la première session ordinaire? Bon, c'est possible parce que désormais ils ont un magicien à la cour. C'est possible. Mais le peuple est témoin. Quelle que soit la magie qu'ils feront à la cour, le peuple est témoin. Parce que nous continuons de croire que même le magicien a besoin de bâtons magiques. Mais écoutez, on peut pas faire de la magie avec tout. Les dernières décisions, c'est vrai que c'était de la magie. Mais on peut faire de la magie avec tout. À un moment donné, il faut comprendre que c'est parce que un minimum d'honnêteté, un minimum de démocratie existait que vous êtes venu à l'existence. Vous ne pouvez pas vouloir tout remettre en cause. Quand même, vous n'êtes pas Dieu, vous êtes un être humain. Vous ne pouvez pas tout remettre en cause. À un moment donné, l'être humain voit ses limites et comprend et constate qu'il est humain. Il n'est pas divin. Donc, je continue de croire et je dis au peuple béninois qu'ils ne peuvent pas aller à cette étape. Il ne peut plus avoir de référendum initié par le Parlement au cours de l'année 2018. Il peut y avoir un référendum initié par le Parlement au cours de l'année 2019. Mais au cours de l'année 2018, c'est fini, c'est bouclé. Parce que lorsqu'ils ont pris la défaite au Parlement, la claque parlementaire, après avoir reçu cette claque, ils étaient déboussolés. La même preuve que c'est le président Mbouji qui a dit, mais applaudissez. Vous avez eu son devoir au moins, mais applaudissez. Parce qu'ils étaient tous abasourdis, ils regardaient les yeux et tout le reste. Donc moi je continue de croire que le moment dans lequel nous sommes, c'est un temps pour lequel il faut aller vers les urgences. Même si nous avons beaucoup de choses à dire sur le PAG, mais quand même, on nous montre que les quelques maquettes qu'on nous a présentées, on peut les réaliser. Donc on aille vers la réalisation des maquettes présentées. Honorable Mintokwe, quelles sont les conditions que remplirait un projet de révision de la Constitution pour que vous, au niveau de la minorité parlementaire, ou que vous particulièrement, vous l'accompagniez? Non, la première chose, je pense quand même que c'est d'abord l'honnêteté politique. Vous savez, s'il doit y avoir une révision aujourd'hui, c'est d'abord l'honnêteté politique. Au-delà même de ça, il y a des décisions de la Cour constitutionnelle. Parce que je ne peux pas être plus royaliste que le roi. La Constitution elle-même a dit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. Mais au-delà même de ça, il y a des décisions de la Cour constitutionnelle, des cours constitutionnels passés, qui ont dit que la question du consensus doit être une réalité. Et non l'unanimité. Non, et non l'unanimité. Je n'ai pas parlé d'unanimité. Je continue de parler de consensus qui doit être acquis. On ne peut pas s'appeler BMP ou bien autre groupe. La même plus est que, je vais vous montrer là où par exemple ne se trouve pas le consensus. Lisez le nom des initiateurs du projet d'amendement qui a été... lisez les noms des initiateurs du projet d'amendement qui a été introduit. Il n'y a aucun nom d'un député de la minorité. Pourtant, j'avoue qu'au cours des discussions, ils en avaient parlé. Ils avaient même approché un certain nombre d'entre nous, en l'occurrence les présidents ou présidents par intérim des deux groupes, le président Gabayaya pour le peuple d'abord, et comme le président Saleh n'était pas là, le président Nourenou Achadé pour la voix du peuple. Donc, ils avaient été informés des initiatives qui étaient en train d'être prises. Donc vous confirmez que Issa Saleh n'est réellement pas sur le territoire, il est vraiment occupé. Non, ce n'est pas l'objet de ma présence ici, parce que je voudrais insister sur le fait qu'on avait été informés. Mais, quand il s'est agi d'introduire le dossier, ils n'ont mis que les noms des membres du BMP. Ce qui prouve que le consensus n'était pas acquis. S'il vous demandait de signer, vous allez signer? Si le consensus était acquis, si on était d'accord avec un certain nombre de choses. Parce que aujourd'hui, ça fait une partie de l'intervention de l'honorable Dianoté me fait polémique.
sur... la lecture croisée dont il a parlé. Voilà, l'étude croisée, je sais pas, 42 ou 52 nouveaux et 156 bis. Mais je donne parfaitement raison à l'honorable Diamanté. Parce que lorsque vous dites que les élections législatives et communales seront organisées en 2019 et que des élections générales groupées seront organisées en 2026. Mais je suis à même de penser que vous n'avez pas mis dans vos calculs les élections de 2021. Encore que vous avez la magie de la Cour constitutionnelle pour interpréter comme vous voulez. Tout doit être minutieusement mis et décrit, dépourvu de toutes sortes de confusion. Mais quand ce n'est pas faire ainsi, acceptez que nous puissions comprendre que vous voulez nous embarquer dans une chose que nous ne comprenons pas. Parce que lorsque vous dites que les élections seront organisées en 2019, vous-même comprenez, monsieur le journaliste, avec moi, et que vous dites qu'en 2026, on aura des élections générales et groupées. Mais vous n'avez pas évoqué le cas de 2021, ce n'est pas une évidence, puisque vous parlez de modification, vous parlez d'alignement des élections. Vous n'avez pas fait l'évidence sur 2021. Donc à tout moment, vous pouvez, à l'aide des magiciens de la Cour, interpréter en nous disant que c'est nous-mêmes qui avons voté cela et que le cas de 2021 n'a pas été évoqué et que les élections qui concernent, les élections présidentielles qui concernent l'actuel régime, ça fait à 2026. Mais vous ont dit, quand vous avez évoqué cela, cette crainte, l'honorable Diamanté, que bon, c'est pas le cas, que 2021 il y aura élection. Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit. Si le cas n'avait pas été soulevé, c'est ce qu'ils ont dit. Et je dis aujourd'hui qu'ils ont la majorité au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc la magie peut être faite à ce niveau. Donc acceptez que nous puissions, lorsque les choses seront claires, dépourvues de toute fioriture, de toute confusion, il n'y a pas d'interprétation possible polysémique. Parce que lorsque vous laissez la confusion s'installer, mais la confusion n'arrange que ceux qui aiment la confusion. Entre la minorité parlementaire et l'opposition en général, en dehors du Parlement, quel est le lien que vous entretenez? Non, nous, au niveau du parti Restaurer l'Espoir, nous continuons de dire aux autres acteurs des différentes coalitions que nous continuons de croire que l'intérêt supérieur doit être le Bénin. Et que si des discussions doivent avoir lieu, l'intérêt supérieur de la nation doit être au cœur. Le respect des valeurs, le respect des principes doit être au cœur. Nous n'avons aucun problème avec un individu. J'irai même plus loin. Nous n'avons aucun problème avec un groupe d'individus. Mais nous voulons tellement mettre l'accent sur ces valeurs, sur ces critères, que les discussions, je pense, si elles ont été déjà entamées, doivent se poursuivre, afin que demain, il ne puisse pas avoir de confusion possible. Parce que ce que nous disons, nous le mettons en pratique. Ce que nous disons, nous le mettons en pratique. Toutes les fois que nous avons dit que nous sommes attachés aux valeurs républicaines, et nous avons dit que nous soyons au Parlement ou au gouvernement, nous continuerons de dire si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Que nous, si nous sommes au Parlement, nous le dirons. Si nous sommes au gouvernement, nous le dirons également. Et que si ça déplaît, nous démissionnerons. On l'a fait. Donc, comprenez avec moi que, au sein du parti Restaurer l'Espoir aujourd'hui, nous continuons de croire que il ne faut pas continuer de prendre les populations comme des briques de 15. Il faut penser que nos concitoyens doivent avoir le respect que doivent recueillir un peuple ou une population respectable. Et nous devons continuer non seulement de respecter nos populations, mais nous devons continuer d'être en phase avec ce que nous disons, ce que nous prêchons. Parce que la politique ne peut pas continuer d'être le terrain de ce qui s'appelle les comptes pieds parfaits. Je pense que la politique doit être aussi le terrain des vertueux, sans être des moralistes. La politique doit être le terrain de ceux qui prônent la justice et l'égalité. Et je finirai en vous disant ceci. Je finirai en vous disant que si vous avez des méchants, vous aurez des lois de méchants. Et si vous avez des gens attachés aux valeurs, vous aurez des lois qui reflètent leur caractère. Parce qu'en réalité, la loi n'est que le reflet du législateur. Donc, si vous continuez d'être des roublards,
vous allez créer des lois de roublardise. Mais si vous êtes des personnes en phase avec ce que vous prônez, vous ne pouvez militer que pour des lois empreintes d'amour, de partage, de justice et de tout. Abandonnez-vous désormais à Tao Mohamed Henrouho à son sort. Son qui Non, serait non. le sien parce que la justice... Non, reste la d'abord, justice. je voudrais vous dire que le camarade n'a pas encore démissionné de notre groupe parlementaire. C'est vrai qu'il a fait un contre-pied parfait la dernière fois, mais cela ne fait pas non plus de lui un membre qui a quitté notre groupe parlementaire. Il continue d'être membre de notre groupe parlementaire. Je pense que les jours qui viennent nous édifieront. Maintenant, les rapports que nous avons entre membres de groupes parlementaires ou entre collègues députés, nous continuons d'avoir les mêmes rapports avec lui. Ce sont des rapports de vérité. Nous nous sommes promis la vérité. Donc, le jour où vous avez posé la question de savoir tout à l'heure si je continuerai d'aller le voir. Si j'ai l'occasion de retourner le voir, je lui dirai la vérité. L'occasion. Oui, non, ce que je vous dis ici, si je prends l'initiative d'aller le voir, que c'était le projet, la proposition au Parlement qui vous avait fait non, le déplacement. non, absolument pas. Donc pourquoi attendre une occasion particulière non, absolument pas. Et là, je peux le dire, il peut le témoigner, ses proches peuvent le témoigner. La première visite que je lui avais rendue, c'était pas dans le cadre du Parlement. La première visite que je lui avais rendue, c'était pas du tout dans le cadre du Parlement, c'était une initiative personnelle parce que j'estime que c'est un collègue, c'est un membre du groupe parlementaire qui est dans des difficultés, il faudrait que j'aille le saluer. Donc je me suis rendu à la prison le saluer, pas parce que j'avais besoin premièrement de sa procuration. Par la suite, l'urgence de l'heure, l'évolution des débats imposait qu'on puisse aller le voir pour réclamer sa procuration. Mais le fait d'avoir pris l'initiative d'aller le voir, premièrement, ce n'était pas parce qu'on avait besoin de sa procuration. Honorable Guido Soumitokpe, nous sommes en train de finir cette émission. Comment va candidat Zanaï? Le président Zanaï Candide va très bien. Il va très bien et comme lui-même a l'habitude de le dire, il continue d'être attaché à la République et à ses valeurs. Il n'a pas changé. Je ne crois pas que c'est à son âge qu'on change. Il continue d'être attaché aux principes qui consolident ou qui fortifient les valeurs républicaines. Et puis bon, les activités au sein du parti se poursuivent très bien. Et je crois qu'il continue de péter la forme. On a l'impression que dans cette opposition, il préfère faire bloc à pas et évoluer en solo que de se joindre oui, effectivement que... à tout ce qui est constaté non, heureusement, comme mobilisation. Oui, heureusement que vous aviez dit on a l'impression. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Et j'avais dit tout à l'heure que nous faisons l'effort d'exister parmi les hommes. Et nous continuerons d'exister parmi les hommes. Vous savez, l'être humain n'est pas un être qui a été créé pour vivre dans la solitude. Nous sommes dans la société, nous sommes des êtres sociables et nous devons faire l'effort de vivre avec les hommes. Donc, ce sont aussi des valeurs qui inspirent nos réflexions au sein du Parti Restaurer l'Espoir. Nous ne pouvons pas peut-être vivre loin du Bénin et loin des Béninois. Donc nous continuons de faire ce travail et puis je pense qu'il vit, il va bien. Elle n'était pas au Parlement, Rosine Vieira-Soglo. Vous avez eu de ces nouvelles? Tout va bien? Je pense que... C'est aussi que sa présence vous aurait renforcé. Effectivement, mais ceux qui sont qualifiés à parler de la présente Rosine Soglo, et je pense que je ne suis pas mieux positionné parce que je ne suis ni de son parti ni de son groupe parlementaire. C'est vrai que nous sommes collègues et en tant que collègues députés, c'est bon de s'enquérir de la santé des uns et des autres, mais je n'ai pas d'informations particulières sur la présidente Rosine. Nous allons finir cette émission. Oui. Votre mot. Donc ce que j'ai à dire, d'abord je vais saluer le peuple béninois, les Béninoises et les Béninois qui n'ont pas cessé de nous appeler, de nous envoyer les SMS sur les réseaux sociaux, d'exprimer leurs inquiétudes et aussi de dire leur satisfaction pour ce qui s'est passé. Le peuple s'est réjoui, les populations étaient très en joie de ce qui s'est passé le 5 juillet 2018. Je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude à l'endroit du peuple béninois et dire que tous ceux qui empêcheront ce peuple d'être attaché à ses valeurs, nous ne partiserons pas avec eux. Et nous continuerons de dire au peuple béninois la vérité. Nous voulons aujourd'hui faire croire et faire savoir aux Béninois qu'on peut être en politique et être crédible. On peut être en politique et être attaché à des valeurs. Et nous pensons que
ce peuple travaille suffisamment, mais c'est la corruption, ce sont les vices qui accentuent notre pauvreté. Si chaque Béninois était attaché aux valeurs de crédibilité, de vérité, de partage, de justice, notre pauvreté serait réduite de plus de la moitié. Parce que ce n'est pas seulement le travail seul qui apporte le bonheur. Le travail apporte le bonheur dans un climat, je voulais pas dire sanctifié, mais dans un climat assaini. Lorsque la vérité est au cœur de la cité, lorsque les valeurs, la justice sont au cœur de la cité, je pense que le travail accompagne, et puis il y a moins de pauvreté et il y a plus de stabilité. Donc je voudrais remercier le peuple du Bénin. Je voudrais aussi remercier vous les journalistes pour tout le travail que vous faites. Je voudrais aussi remercier les 19 plus 1 pour ce qu'il a fait, parce que, et accepter que je puisse insister là-dessus ainsi. On est à la fin de cette Oui. émission. Je voudrais insister sur ce que le président Éric Ndete a fait. Pour ce qu'il a fait, je voudrais le féliciter et dire aux 19 autres, courage et fermeté face aux valeurs que nous défendons et nous croyons qu'un Bénin meilleur est possible. Merci à vous, honorable Guy Dossou Mitokpe. Vous êtes un de ces députés qui ont voté non jeudi dernier encore au Parlement quand il s'agissait de voter cette proposition de loi portant amendement de la loi fondamentale de notre pays, le Bénin. Vous êtes député membre du groupe parlementaire La Voix du Peuple. C'est bien cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir permis d'entrer dans les coulisses des tractations qui ont mené à cette plénière, celle du jeudi dernier. Mesdames, Messieurs, pour votre attention, je vous dis merci. Je suis Saturnin. Je suis bénéficié de l'assistance technique de Mohamed Liamidi. Merci à toutes. Merci à tous. Le programme se poursuit sur Soleil FM. Nos gestes, nos postures.